Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler d'un des objets égyptiens les plus célèbres puisque nous allons parler aujourd'hui de la pierre de Rosette. Alors vous allez me dire peut-être pourquoi parler de la pierre de Rosette, tout le monde la connaît. Oui, mais bien sûr vous en avez tous entendu parler, vous savez, je pense pour la plupart que c'est grâce à elle que les hiéroglyphes, qu'on a pu déchiffrer les hiéroglyphes, mais j'imagine que vous ne savez pas forcément tout ce qu'il y a à savoir sur cette stèle, et je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a à savoir, mais voilà, déjà un peu plus de choses. Donc je vais commencer tout de suite en vous décrivant cet objet. La pierre de Rosette, c'est une stèle fragmentaire, un bout de stèle, qui est actuellement conservée au British Museum à Londres. Elle porte le numéro d'inventaire EA24 et elle mesure donc 112 cm de haut, 75 cm de large et d'épaisseur 28 cm. Donc, comme je l'ai dit, c'est une stèle fragmentaire, donc en gros on conserve à peu près, je dis ça à la louche, environ les 2/3 de la hauteur de la stèle. Donc c'est une stèle quand même assez balèze, hein. C'est une stèle qui est en pierre, elle est en granodiorite plus exactement, et elle date de 196 avant Jésus-Christ. Donc je vais commencer à vous parler un petit peu de comment est-ce qu'elle a été découverte. La pierre de Rosette a été découverte au cours de la campagne d'Égypte de Napoléon, donc c'était en 1799. Elle a été découverte par un monsieur qui s'appelle, attendez je regarde parce qu'il a un nom à rallonge, il s'appelle monsieur Pierre-François Xavier Bouchard, et en fait il l'a découvert dans un fort en ruine dans lequel une partie de l'armée de Napoléon s'était réfugiée, ils avaient monté leur camp ici, et il a remarqué en fait une pierre qui avait été réutilisée, hein, puisque en fait le fort dans lequel il s'était réfugié est un fort qui date du XVe siècle, qui s'appelle Fort Julien. Et donc il a vu cette pierre qui avait été utilisée pour du dallage, il a tout de suite vu que c'était une pierre ancienne et qu'elle pouvait être intéressante, donc il l'a récupérée et il l'a envoyée au Caire. Ce fort, Fort Julien, est situé dans le delta du Nil, dans la ville de El Rachid, que en français on appelle Rosette, et en anglais Rosetta, d'où le nom de la pierre. Donc au moment, une fois que la pierre a été découverte, elle a été envoyée au Caire pour être étudiée. On a pu faire un certain nombre de copies, et les gens ont commencé à travailler dessus parce que tout de suite, toute la communauté scientifique, que ce soit les Français ou les Anglais et tous les autres pays, ont vu tout de suite que cette pierre était importante et qu'elle pourrait être la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Puisque jusqu'à ce moment-là, on trouvait que c'était chouette, il y avait un gros engouement en fait pour l'Égypte ancienne, mais on ne comprenait rien du tout, on était complètement incapable de lire le moindre texte égyptien. Tout ce qu'on pouvait voir c'était les monuments, et les seules connaissances qu'on avait c'était ce qui était transmis par les Grecs dans les textes antiques. Alors on peut se poser la question, vu que la pierre a été découverte par un Français, on peut se poser la question de pourquoi cette pierre se retrouve à Londres. Eh bien tout simplement parce que la campagne d'Égypte de Napoléon était à la base une campagne militaire. Elle avait été organisée par Napoléon en fait pour aller embêter les Anglais en fait qui passaient en fait en Égypte de la Méditerranée en gros jusqu'à la mer Rouge comme route en fait pour aller jusqu'aux Indes, un petit peu sur le tracé du futur canal de Suez, qui n'existe pas encore à cette époque-là, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ils passaient par là, et du coup, pour bloquer les Anglais, ils sont allés en Égypte. Donc pour cette raison, il se trouve que les Français ont perdu. Et donc, dans les négociations de paix avec les Anglais, ils ont pu quand même garder toutes les notes, les copies de la pierre de Rosette, mais la pierre, comme un autre
enfin d'autres objets égyptiens ont été récupérés, gardés par les Anglais, qui les ont ramenés donc en Angleterre. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Donc c'est une stèle, je l'ai dit tout à l'heure, sur laquelle est inscrit un décret royal. C'est un décret qui date, donc j'ai dit, de 196 avant Jésus-Christ. Elle date du règne du roi Ptolémée V Épiphane. Et c'est un décret qui déclare l'institution du culte royal et qui annonce également une série de mesures fiscales en faveur des temples égyptiens. Cette stèle est un document du coup qui est plutôt tardif dans l'histoire égyptienne, puisque l'époque ptolémaïque est vraiment la dernière grande période de l'Égypte. C'est un texte qui est intéressant pour connaître la politique, l'histoire en fait à cette période-là, puisque donc l'époque ptolémaïque, c'est une période qui est relativement stable au départ et qui au bout d'un moment part en cacahuète, si je peux dire ça comme ça, et justement c'est à l'époque de Ptolémée V, qui est monté très jeune sur le trône, que la politique devient compliquée, et cette stèle c'est justement finalement un texte de propagande qui est là pour dire « Ah, regardez, on instaure un culte royal parce que le roi quand même, eh ben, c'est une divinité, et aussi on est en train de dire d'essayer de se mettre les prêtres dans la poche, les prêtres qui étaient un pouvoir important en Égypte, et donc de se les mettre dans la poche en annonçant des mesures fiscales. » Donc voilà, c'est un document qui, pour l'étude de la période ptolémaïque, est intéressante, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Historiquement, c'est pas un document qui est extraordinaire. C'est finalement... ce n'est pas pour ça, en tout cas, ce n'est pas pour le contenu de la stèle que cet objet qu'il est important, et c'est pas pour ça qu'il est célèbre. Il est célèbre parce qu'il est écrit en plusieurs langues. En hiéroglyphe, premièrement, en démotique et en grec. Et comme le grec était connu, tout le monde a vu tout de suite que le fait d'avoir le même texte écrit dans un texte connu, dans une langue connue et dans une langue inconnue permettrait de mieux connaître, en tout cas d'apprendre à déchiffrer la langue inconnue. Ça paraît assez logique, et c'était la toute première fois qu'on découvrait un texte bilingue. Alors pourquoi la pierre de Rosette est-elle écrite en plusieurs langues? Eh bien, déjà, pourquoi deux langues égyptiennes différentes? Parce qu'on a donc les hiéroglyphes, qui est vraiment l'écriture sacrée. À cette époque-là, en fait, les Égyptiens ne parlent plus vraiment... Enfin, ils n'utilisent plus vraiment les hiéroglyphes comme forme d'écriture courante. Les hiéroglyphes, c'est une écriture qui est vraiment consacrée aux textes religieux, c'est ce qu'on va mettre sur les temples. Il y a eu tout un effet où les hiéroglyphes sont utilisés à la fois en essayant de revenir à un état de la langue qui est un petit peu plus ancien, donc comme si on se mettait un petit peu à parler en ancien français, et en même temps on rajoute des hiéroglyphes, on complexifie la langue, on joue avec, parce que c'est vraiment un langage qui est dédié au monde du sacré, et du coup c'est dans cette optique-là qu'une partie du texte est en hiéroglyphe. Mais les Égyptiens anciens, eux, couramment utilisent le démotique, qui est une forme cursive de la langue, une forme vraiment très très simplifiée. Le cursif, c'est en gros, c'est des hiéroglyphes écrits à la main, et qui a tellement été simplifié finalement qu'on s'est complètement détaché de l'hiéroglyphe. Si le démotique, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur la langue égyptienne et les différentes formes d'écriture. Je vous mettrai, vous la mettrai dans le petit i qui s'affiche là-haut. Donc en gros, on a
les hiéroglyphes pour le côté sacré du truc, le démotique pour que les gens comprennent, ceux qui savent lire puissent lire, et le grec, eh bien c'est parce que c'est l'époque ptolémaïque. En fait, les Ptolémées, ce sont des Grecs. Dans l'histoire égyptienne, à un moment donné, l'Égypte s'est fait envahir par les Perses, et Alexandre le Grand est arrivé avec ses gros sabots et il a libéré entre guillemets l'Égypte, mais c'est comme ça que eux l'ont ressenti. Il est arrivé dans sa grande conquête dans les années, alors je sais plus exactement quand, je crois que c'est dans les années 330 avant Jésus-Christ. Il est arrivé, il a fait son immense conquête, il a du coup libéré, encore une fois, l'Égypte des Perses, et puis après il est parti continuer sa conquête, il est allé jusqu'à Babylone où il est mort, enfin il est allé quasiment jusqu'à l'Inde, et en fait, à sa mort, les généraux d'Alexandre se sont partagés le gâteau, ils ont divisé cet immense empire que Alexandre avait conquis, et chacun des généraux a récupéré son petit bout de territoire, et il en a fait son royaume. Ptolémée, le tout premier, a lui récupéré l'Égypte et a donc fondé la dynastie des Ptolémées. Mais lui, il a genre pas une seule goutte de sang égyptien dans les veines. Il est grec, du coup à ce moment-là, il parle grec, et à ce moment-là, toute l'élite du peuple égyptien est grecque. Ils se marient entre eux, hein, les Ptolémées, ils se marient entre frères et sœurs, donc vraiment, ils se mélangent pas avec la population. Donc ça ne se voit pas parce que les Ptolémées ont récupéré en fait tous les codes de la royauté égyptienne pour finalement pour être acceptés dans le pouvoir. Ils sont représentés comme des pharaons égyptiens. Justement, ils ont tendance à favoriser aussi les cultes égyptiens pour aussi que ça se passe bien avec la prêtrise, parce que c'est un pouvoir important, mais ils restent très très grecs. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux langues qui sont là pour un décret officiel. Parlons maintenant du déchiffrement des hiéroglyphes, puisque c'est pour ça que la pierre de Rosette est célèbre. Donc, les gens... les chercheurs, enfin les chercheurs, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les savants, en tout cas, ont commencé à s'intéresser à l'Égypte et à la langue égyptienne, aux hiéroglyphes, depuis longtemps, en fait. C'est bien avant la découverte de la pierre de Rosette qu'il a commencé à y avoir des gens qui ont essayé de déchiffrer les hiéroglyphes. C'est à peu près à la Renaissance que des savants ont commencé à s'y intéresser. Alors par contre, ils étaient quand même très loin du compte, parce que pendant très longtemps on a pensé soit que c'était une écriture uniquement idéographique, donc avec une image qui représente, qui signifie ce qu'elle représente, en gros tu dessines un œil, ça veut dire œil, et c'est tout, et ou alors pendant très longtemps on a pensé que c'était une écriture symbolique. Donc finalement on était très loin du compte, et les pseudo-traductions qui avaient été faites à l'époque étaient très loin de la réalité. Après, à partir du coup, je pense dès le 18e, et bien sûr après au 19e, avec la pierre de Rosette, il y a un certain nombre de grosses avancées en fait qui sont arrivées. Déjà, il y a... Les gens ont commencé à penser que ce serait que oui, il y avait peut-être bien des idéogrammes, mais peut-être pas que, qu'il y avait peut-être bien une partie de la langue qui était un peu phonétique. Il y a aussi des théories qui se sont avérées justes, qui ont été avancées. Par exemple, le fait que les mots qui étaient dans les cartouches, c'était des noms. Les gens ont aussi commencé à travailler aussi sur le démotique pour essayer de comprendre une autre forme de la langue. Et il y a plusieurs chercheurs en fait qui ont commencé à travailler dessus et dont on peut citer les noms, parce qu'ils ont vraiment permis
de faire avancer la connaissance de la langue. Ça s'est pas fait en fait d'un seul coup avec un mec Champollion qui est arrivé en disant voilà ça veut dire ça et vous avez rien compris. Non, finalement chaque savant a apporté sa petite théorie qui a fait que on a pu à un moment donné les déchiffrer. Donc on peut citer Warburton, De Sacy, Åkerblad, Jung, l'abbé Barthelyi, je n'arrive pas à me relire. Jung en particulier a été important, c'était vraiment en gros le concurrent direct de Champollion. Il avait réussi à isoler le nom de Ptolémée donc dans son cartouche, justement dans le cartouche de la pierre de Rosette, puisqu'il y a un cartouche avec le nom de Ptolémée à l'intérieur. Et avec, justement, en isolant le nom de Ptolémée, il a pu justement confirmer que c'était un système qui était mixte, avec à la fois des idéogrammes et des signes purement phonétiques, mais il n'a jamais réussi à aller plus loin. Et en fait, Champollion, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a en gros rassemblé un peu toutes les théories de l'époque, et il a réussi justement, en réussissant à déchiffrer non seulement des cartouches sur la pierre de Rosette, mais après sur d'autres monuments, il a réussi à aller plus loin et à trouver les significations phonétiques de plus de signes et finalement à pouvoir être suffisamment avancé pour déjà proposer en 1824, donc 25 ans après la découverte de la pierre de Rosette, à proposer une grammaire, en tout cas un type précis de grammaire égyptienne, avec déjà les premiers fondements de comment fonctionne la langue égyptienne. Et pour justement, vraiment, il a posé les bases en disant l'égyptien, ça fonctionne comme ça, et à partir de là, il a pu petit à petit agrandir la connaissance. Après, c'est pas parce qu'il a proposé ça que tous les savants ont été d'accord tout de suite. Il a fallu bien 20 ans, je crois, je sais plus, je me le suis pas noté, mais voilà, il a fallu encore vraiment longtemps pour que toute la communauté scientifique de l'époque disent oui, ok, on est d'accord, ça fonctionne comme ça. Il y a encore beaucoup de gens qui, à son époque, disaient ah bah non, Champollion il dit n'importe quoi, c'est vraiment, on est dans une écriture symbolique. Il y avait encore des théories vraiment comme ça qui ont survécu encore pendant longtemps après que Champollion ait écrit et ait proposé vraiment les bases de la grammaire égyptienne. Donc si je peux faire un peu une conclusion, donc la pierre de Rosette, c'est un objet qui est important dans l'histoire de l'égyptologie. Il n'est pas important pour la connaissance de l'histoire égyptienne, enfin pas de trait, pas plus qu'un autre monument, mais par contre il est important dans l'histoire de l'égyptologie, parce que c'est vraiment lui qui a donné la clé qui a permis le déchiffrement. Après, finalement, le déchiffrement complet s'est fait à la fois grâce à cet objet, mais aussi grâce à d'autres objets égyptiens. Et ce qui a fait aussi beaucoup la différence, c'est que c'était à ce moment-là la première fois que les chercheurs, que le monde moderne voyait un objet égyptien bilingue. Il se trouve que plus tard, il y a eu d'autres stèles, c'est pas la seule justement, parce que c'est l'époque ptolémaïque, il y a eu d'autres décrets royaux qui étaient comme ça, écrits à la fois en hiéroglyphes et en grec. Mais c'était la première. À ce moment-là, on n'en connaissait aucune autre. Et donc c'est elle qui a vraiment permis de faire la différence pour qu'on puisse
enfin découvrir cette belle civilisation et vraiment pouvoir la comprendre vraiment dans le texte et pouvoir aller plus loin dans la compréhension que juste observer des monuments. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si elle vous a plu, je vous encourage à me laisser un petit like, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. En attendant, moi, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!